Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce rendez-vous de la transition écologique et énergétique organisé par OPCO EP, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité qui regroupe 54 branches professionnelles. Nicolas Lagrange, je suis journaliste à l'agence de presse AEF Info pour vous accompagner durant 1 heure. Un rendez-vous court pour s'adapter à vos contraintes, mais avec le maximum d'infos pratiques et de témoignages autour des questions suivantes. Comment se lancer simplement dans la transition écologique? Par où commencer? Pour ouvrir cet événement, je suis avec Karine Brunel, coordinatrice projet à OPCO EP. Bonjour Karine. Bonjour Nicolas. Alors, ce Effectivement, rendez-vous, oui, je vous en prie Karine. je disais effectivement, ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre d'un engagement en fait de l'OPCO EP, puisqu'il constitue un des axes stratégiques majeurs de l'OPCO et qui s'est matérialisé par des cofinancements publics de l'État, tant au niveau national qu'au niveau des régions de type EDEC, donc engagement, développement, emploi et compétences, porté à la fois par la DGEFP, donc au niveau national, et par l'EDRETS au niveau régional. Il vise à accompagner les branches et les entreprises à la fois dans leur réflexion, donc en amont à travers différents types d'études, et surtout à la mise en action, avec pour objet donc pour aujourd'hui la mise en place donc d'actions concrètes qui vont donc de l'amont vers l'aval avec de la formation en aval. Alors, c'est le deuxième rendez-vous de la transition écologique et énergétique. Et le rendez-vous aujourd'hui, il est consacré aux outils, aux leviers pour s'engager dans la démarche. On va écouter d'ici à 2-3 minutes 3 témoignages très opérationnels d'entreprises qui viennent de s'engager, des entreprises de taille très différentes, de différentes régions, de branches différentes également. Et en fin de webinaire, un peu avant 15 heures, de nombreux autres exemples d'actions de transition écologique seront mises en avant dans d'autres branches professionnelles. Alors tout d'abord, Karine, quelles sont aujourd'hui les principales étapes proposées par OPCO EP pour mettre un pied, puis deux, dans la transition écologique? Alors les 3 étapes principales, effectivement, sont d'abord une phase de sensibilisation au niveau des entreprises, donc dont les webinaires font partie. Il y a également ensuite une phase d'accompagnement des entreprises qui est souvent portée donc par le conseiller formation dans les régions et qui peut prendre différentes formes, notamment de conseils. Et puis la 3e partie, effectivement, concerne plus spécifiquement notre objet, nous en tant qu'OPCO EP, effectivement, puisqu'il s'agit du financement de la formation. Et ce sont donc ces 3 étapes qui vont être présentées à travers les expériences menées par les entreprises qui seront appelées à témoigner tout au long de ce webinaire. Alors, quelques mots sur les possibilités d'interaction durant ce webinaire. En bas à droite, vous avez l'onglet sondage et on vous sollicitera tout à l'heure en vous posant des questions. Vous avez également l'onglet chat en bas à droite. C'est un forum de discussion simple pour poser vos questions, pour livrer vos remarques, pour livrer vos témoignages. Et je relayerai vos questions à nos intervenants et à l'équipe d'OPCO EP qui pourra aussi vous répondre sur ce fil de discussion avec Frédéric Charrois et Camille Desclos, et éventuellement également des conseillers formation d'OPCO EP qui sont connectés. Tout de suite, place au témoignage des entreprises. On va accueillir 5 intervenants qui vont nous rejoindre à l'écran d'ici à quelques dizaines de secondes. Lénaïgue Guiziou de la charcuterie gourmande, Hélène Ingan, conseillère au sein d'OPCO EP, Clara De Wilder, qui se trouve dans les Hauts-de-France, dans une entreprise de machines agricoles, Pascal Afonso, qui est boulanger en Gironde, et Delphine Ferradou, qui est conseillère formation également à l'OPCO EP. Voilà, nos différents interlocuteurs sont en train de nous rejoindre. Alors, on va commencer par présenter les tout premiers intervenants. On va démarrer avec vous, Lénaïgue Guiziou. Bonjour. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Lénaïgue Guiziou, je m'occupe d'un groupement de charcutiers traiteurs dans le Finistère, une association créée en 1986 qui regroupe une quinzaine de boutiques dans le Finistère, tous des charcutiers traiteurs fabricants qui proposent des produits fabriqués maison avec des savoir-faire traditionnels
et aussi qui utilise l'innovation et les tendances actuelles au niveau de la partie traiteur. Et votre réseau de boutiques emploie près de 150 salariés, 50 salariés, Lénaïque. tout à fait. Oui. Vous êtes accompagnée par Hélène Ingan. Bonjour Hélène. Bonjour à tous, bonjour. Donc oui, je suis conseillère formation au COEP dans le Finistère, qui est un beau département en Bretagne. Et donc j'accompagne Lénaïque dans son projet de transition écologique dont on parlera tout à l'heure. Alors on poursuit notre tour de table avec Clara De Wilder. Bonjour Clara. Bonjour. Du coup, pour me présenter, donc Clara De Wilder, je suis manager service au sein d'une concession agricole, donc Godefroy Équipement, qui est située dans les Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, notre secteur il s'étend aussi bien du 59 dans le 62, 80, 02, 08. Donc on touche plus de 6 départements avec 19 agences et on a aujourd'hui plus de 300 collaborateurs qui nous ont rejoints. Et c'est avec ma conseillère OPCO, Émilie Nieborak, sur lequel on travaille beaucoup la transition écologique. Oui, et on va accueillir Pascal Afonso, qui est boulanger à Préchac, qui va nous rejoindre à l'écran avec la conseillère formation de l'OPCO-EP qui l'accompagne. D'ici une poignée de secondes, il devrait être avec nous. Juste un mot, Clara De Wilder, vous êtes, vous, en charge notamment de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, mais pas seulement. Vous gérez un certain nombre de domaines au sein de Godefroy Équipement, qui sont d'ailleurs tout à fait en lien avec nos enjeux d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce webinaire est super intéressant parce que je pense qu'on va discuter un petit peu de tout ce qu'on a mis en place. Et c'est de là qu'on va voir que la transition écologique, en fait, elle est déjà ancrée dans tout le travail qu'on pratique au quotidien avec nos équipes. Merci. Alors, en attendant l'arrivée de Pascal Afonso et de Delphine Ferradou de Gironde, quelques mots pour vous dire qu'on devait accueillir une entreprise de verrerie de Nice, dans les Alpes-Maritimes, dans la branche miroiterie, transformation et négoce du verre. Hélas, le dirigeant a eu un empêchement. Il a pu en fait bénéficier en 2023, comme cette année, de formation pour ses salariés pour fabriquer des baies vitrées avec des durées de vie très supérieures à la moyenne, environ 30 ans, une meilleure isolation acoustique et thermique, ce qui donne à cette entreprise un avantage concurrentiel très important. C'est une des seules à le faire dans la région. Alors on aura d'autres occasions, d'autres webinaires pour recueillir son témoignage et d'autres témoignages de la branche sur les actions qui ont pu être menées en matière de transition écologique. Alors on va démarrer en attendant que Pascal Afonso et Delphine Ferradou de Gironde nous rejoignent. On va démarrer avec un premier témoignage avec vous, Lénaïque Guiziou, la charcuterie gourmande. Vous vous êtes engagée dans une démarche de transition écologique, mais vous ne partiez pas de rien puisque vous étiez déjà dans une démarche de circuit court. Oui, tout à fait. L'association pour intégrer l'association de la charcuterie gourmande. Merci. En tant que charcutier, ça nécessite un engagement au niveau de la qualité, des savoir-faire. Tous les adhérents de la charcuterie gourmande partagent les mêmes valeurs, c'est-à-dire le circuit court, la mise en avant de l'artisanat local et travailler vraiment en collaboration tous. Voilà, ils se regroupent pour travailler en commun, avec tous une indépendance quand même au niveau de leur savoir-faire, mais beaucoup de partage et d'humilité. Alors vous avez souhaité aller plus loin à partir justement de cette démarche que vous aviez déjà de circuit court, de traçabilité, de produits de qualité, avec un élément déclencheur, une rencontre notamment, qui vous a fait prendre conscience, donner envie d'aller plus loin. Exactement. Nous avons participé en février 2024 à les défis de l'économie circulaire qui ont été proposés par une communauté de communes du Finistère. Il s'agissait de proposer un défi, donc dans notre cas,
qui va en proposer le défi de mettre en place des consignes dans les boutiques de la charcuterie gourmande. C'est un défi qui a énormément plu. De nombreux participants ont proposé leurs idées par rapport à ça, et ce défi a remporté un grand succès, ce qui nous a conforté dans ce projet pour pouvoir aller plus loin et réfléchir à une mise en place de contenants réemployables sur 2024. Ouais, c'est ça. C'était une journée où participaient un certain nombre de commerces, des organismes de l'alimentaire, avec ces défis qui consistaient donc à utiliser plutôt des modèles de bocaux en verre plutôt que des emballages jetables. Ça vous a donné envie de faire la même chose dans un certain nombre de vos boutiques, et vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous y êtes arrivé, mais peut-être un mot sur les motivations. Qu'est-ce qui vous a incité à vouloir aller sur des bocaux en verre réutilisables à l'infini, finalement, plutôt que sur des emballages jetables que vous utilisiez jusque-là? Alors, nous avons déjà une démarche de transition écologique dans certaines boutiques, notamment sur la partie traiteur, pour certains, qui proposent dans tout ce qui est prestations extérieures, des prestations zéro déchet. Donc, on n'utilise aucun plastique en prestation. Un souhait de s'engager davantage dans la transition. Et au vu du contexte de la loi Egalim, l'objectif est de supprimer le plastique dans nos boutiques d'ici quelques années. Donc, on essaye d'anticiper en fait cette réglementation, et en testant le réemploi dans nos boutiques. Et le réemploi. Oui, et le réemploi, on le verra tout à l'heure, hein, c'est un énorme changement, c'est très impactant pour vos boutiques. Vous nous expliquerez. Hélène Ingan, conseillère formation dans le Finistère pour l'OPCO EP, lorsque l'ENAIG vous a parlé de ce projet de réemploi des bocaux, au lieu d'emballage jetable, vous avez pu l'informer des aides possibles et des accompagnements envisageables. Oui, tout à fait. Donc, ça s'est fait d'ailleurs un petit peu par hasard au cours d'un rendez-vous classique dont ce n'était pas l'objet. Mais c'est vrai que dans le cadre de notre engagement en faveur de la transition écologique dont parlait Karine en préambule, on a un petit questionnaire qui est un mini diagnostic de premier niveau qu'on passe aux entreprises pour mesurer un petit peu, faire un petit peu un état des lieux de la maturité de l'entreprise sur la transition écologique. Et c'est pendant ce questionnaire que l'ENAIG m'a fait part de ce projet de réemploi. Et en apparence comme ça, moi je ne mesurais pas la complexité d'un tel projet. Ça me paraissait simple de remplacer un emballage plastique par un truc en verre. Et en fait non, c'est beaucoup plus complexe, et ça nécessite sur le volet du personnel un accompagnement. Et c'est là, de là est venue l'idée et la possibilité de proposer un accompagnement avec un financement, puisque nous avons cette possibilité en Bretagne de financer des accompagnements moitié OPCO EP, moitié DRETS, donc le service de l'État en région, pour accompagner l'ENAIG et puis 3 charcuteries sur ce projet. Voilà, et on verra tout à l'heure avec vous comment cet accompagnement a pu se faire. Alors, deuxième témoignage, avec vous, Pascal Afonso et Delphine Ferradou. Donc, Pascal Afonso, vous êtes boulanger à Préchac. C'est une commune de Gironde d'environ 1000 habitants. Vous employez 5 salariés, 2 vendeuses, une pâtissière, 2 apprentis, boulanger-pâtissier. Et puis votre femme vient vous prêter main forte à la vente le week-end, et on le voit, hein, vous êtes en ce moment dans vos locaux. Et à vos côtés, Delphine Ferradou, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère formation à l'OPCO EP, vous accompagnez les projets liés à la transition écologique de Monsieur Afonso sur le volet des nouvelles compétences à développer. Alors, Pascal Afonso, tout d'abord, un petit mot. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer
dans cette démarche en lien avec la transition écologique? Les pertes sur les marchandises, sur certains gâteaux, viennoiseries, les déperditions énergétiques au niveau des machines, pétrins, des petites loupiottes. On ne se préoccupait pas trop auparavant, que maintenant on se préoccupe. Et on avance sur mieux dépenser sur les denrées, on va dire, de mieux peser, faire attention au gaspillage. Qui est pas très facile au début, mais il faut s'adapter. Oui, parce que vous avez été pendant très longtemps salarié d'une boulangerie pendant 17 ans. Oui. Et lorsque vous avez repris cette boulangerie de Préchac, vous avez suivi une formation sur la gestion. Et c'est un peu le formateur aussi qui vous a mis le pied à l'étrier en vous disant il y a des choses qui existent qui pourraient vous aider. Tout à fait, oui. Sur les viennoiseries, sur les préparations, amener d'autres techniques de préparation, être plus simple, moins de décor, pas être trop sophistiqué, être simple et bon, on va dire. Donc, ça a amené des choses autres, avec de meilleurs goûts et avec notre facilité de travailler, avec des gestes plus souples et moins, on va dire, avoir moins de courbatures au bras, des choses comme ça, on va dire. Voilà, et pour faire tout ça, bien sûr, il fallait mettre en place des formations. Alors, on en vient à l'accompagnement, Delphine Ferradou. Quel type d'accompagnement a pu être proposé à Pascal Afonso? Alors, Monsieur Afonso, moi, je l'ai rencontré suite à une réunion collective en Sud-Gironde qui permet en fait de toucher un certain nombre d'entreprises dans des territoires ruraux en une seule fois, et ensuite de leur proposer des rendez-vous. Donc, comme l'évoquait ma collègue Hélène, effectivement, la transition écologique et énergétique fait partie des missions de l'OPCO. Donc, au décours du rendez-vous, on a traité de cette question. Monsieur Afonso, ayant une boulangerie toute neuve après chaque avec un équipement qu'il est aussi. L'idée, c'était aussi de l'accompagner là-dessus et de capitaliser sur cet outil de travail neuf et sur son envie d'aller vers la transition pour mettre en place de la formation des salariés qui sont à la production et à la vente. Donc, j'ai rencontré une première fois Monsieur Afonso en conseil, en rendez-vous un mois après la réunion. Et il est revenu vers moi quand son projet avait maturé, qu'il avait trouvé un prestataire de sa branche professionnelle qui lui avait fait une proposition de formation anti-gaspi en boulangerie, viennoiserie et en pâtisserie. Et qu'à ce moment-là, en fait, sa demande était comment faire pour obtenir un financement le mieux disant pour son entreprise, qui est une entreprise jeune. Et c'est ainsi que M. Afonso a pu bénéficier d'une prise en charge à 100% par le plan d'action régional d'OPCO-EP en Nouvelle-Aquitaine. Ouais, on verra tout à l'heure en quoi a consisté cette formation et quels changements elle a permis de mettre en place. Alors, on va vous proposer à vous tous participants qui êtes connectés et qui suivez ce webinaire à distance d'aller dans l'onglet sondage et on va vous proposer un premier quiz qui normalement s'affiche sur votre écran. Le quiz est très simple, on voit bien le rôle important du conseiller. Souhaitez-vous être contacté prochainement par votre conseiller OPCO-EP pour un pré-diagnostic de préparation à la transition écologique, voilà, pré-diagnostic qui permet de faire la situation, un point de situation sur vos enjeux, où est-ce que vous en êtes, quelles questions vous avez éventuellement, où est-ce que vous aimeriez aller. C'est un premier diagnostic de la situation avant un accompagnement qui peut être bien sûr ensuite un peu plus poussé. Alors on va vous proposer de valider le résultat et pour ceux qui répondent oui, bien sûr après l'OPCO-EP pourra prendre contact avec vous, votre conseiller en territoire. Sur le fil de discussion d'ailleurs, vous a été posté par l'équipe de l'OPCO-EP une carte des conseillers pour identifier précisément
qui est votre conseiller et quelles sont ses coordonnées. Alors, on va poursuivre avec un troisième témoignage, troisième entreprise, Godefroy Équipement, Clara de Wilder. Vous vendez des machines agricoles. Godefroy Équipement, qu'est-ce qui vous a poussé de votre côté à mettre en place des actions liées à la transition écologique? Alors du coup, nous, c'était vraiment une conviction de la part des dirigeants. Donc d'une part, avec les hausses, notamment du coût de l'électricité, du carburant. Comme on est concessionnaire agricole, on travaille avec qu'avec des agriculteurs en partie. Et on a aussi la partie météo qui rentre en compte dans notre métier. Donc on a dû s'adapter en fait à ces dérèglements climatiques, avec notamment des périodes de récolte qui sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus intenses, ou alors beaucoup plus étendues dans le temps à cause des pluies ou de la sécheresse. Donc c'était vraiment une conviction pour l'entreprise. Et on a aussi notre conseillère OPCO qui nous a un petit peu branché sur la transition écologique. Donc on a fait un pré-bilan avec elle. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les sujets qu'on amenait en fait avec elle rentraient dans cette démarche de transition écologique. Oui, alors il y a eu un élément qui vous a permis d'aller plus loin, d'accélérer, c'est que vous avez participé à un atelier expérimental en juin dernier, juin 2024, proposé par OPCO-EP en collaboration avec l'ARACT Hauts-de-France, c'est l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail. C'était un atelier sur une demi-journée avec plusieurs entreprises de différents secteurs. Quelques mots sur le déroulement de cet atelier, des thèmes qui ont pu être abordés. Alors d'abord, le premier point, c'était tout ce qui était dérèglement climatique. Donc notamment une carte de la France en fait, avec du coup quelques années précédentes, avec au niveau du climat, tout ce qui est sécheresse, inondation. Donc ça permettait un petit peu de se comparer par rapport aux années précédentes. Et là du coup, notamment pour mon entreprise, on s'est vraiment senti concerné parce que c'est des choses c'est un constat qu'on a fait en fait auprès des clients. Ensuite, on a fait une fresque avec du coup tous les pôles liés à la production pour connaître en fait comment dire. C'est une fresque qu'on a dû mettre en place. Donc on était en groupe avec plusieurs entreprises en se disant aujourd'hui qu'est-ce qui a comment je pourrais dire ça? Ce qui a provoqué le plus de dérèglement climatique, en fait, est-ce que c'est lié à la production, au transport, la logistique? Donc, ça a permis aussi d'avoir plusieurs questionnements, plusieurs réflexions différentes, parce qu'en fonction des entreprises, on n'a pas la même vision des choses. Et ensuite, on a fait un atelier sur comment on situait la transition écologique dans 50 ans auprès de notre entreprise. Donc, ça a permis de se questionner. Donc, pareil, on était mélangés entre entreprises. Donc, moi, j'étais avec des personnes qui étaient plutôt dans le financier, où il y avait aussi des vétérinaires. Donc, ça permettait vraiment d'avoir une image sur la transition écologique différente de la nôtre. Donc, c'était franchement intéressant et j'espère qu'ils le reproposeront par la suite. Oui. Et d'ailleurs, oui, un participant nous dit je l'ai faite et je conseille cette formation. Ça vous a permis d'identifier les principaux facteurs de production d'empreinte carbone et d'une entreprise à l'autre, ça peut être les transports, l'énergie, les achats, la gestion des déchets. Bref, ça peut être variable selon le secteur d'activité. Vous avez tiré quels enseignements de cet atelier et comment dans la foulée, vous avez continué à avancer sur ces enjeux de transition écologique? En fait, ça a permis, en discutant avec d'autres personnes, de se rendre compte qu'aujourd'hui, ils ont proposé plein de solutions différentes. Par exemple, nous, on fait beaucoup de transport. Donc, c'est-à-dire qu'on a un véhicule qui fait que du transport pour le matériel agricole, qui est aujourd'hui en moteur diesel. Pourquoi vous n'essayez pas l'hydrocarbure? Ou alors, quels outils on peut essayer d'amener? Donc, nous, en fait, avec le diagnostic qu'on a fait à cette période-là, on s'est vraiment posé là-dessus et on s'est dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui n'est pas mis en place, est-ce que c'est possible, pas possible, parce qu'on a toujours du coup ces petites subtilités. Et du coup, ça nous a tiré un enseignement qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a au niveau de l'agriculture, donc aussi bien de la part de nos constructeurs que ce qu'on met en place au niveau de la concession, on essaye vraiment de rentrer dans cette transition écologique, donc c'est-à-dire proposer du matériel différent à nos clients, donc notamment des tracteurs électriques au méthane. Tout ce qui est pulvérisateur, c'est des bus anti-dérive pour justement éviter du coup que les produits aillent sur une zone qui n'était pas concernée. On propose beaucoup de formations, donc on veut vraiment se appuyer sur la formation.
On a aussi, oui, Ce qui est impressionnant, enfin, vous m'aviez dit lors de notre échange préparatoire que ce qui vous avait aussi marqué, c'est que finalement, on n'imagine pas l'ensemble des thèmes qui peuvent embarquer des enjeux de transition écologique. On sous-estime le fait que finalement, il y a énormément de choses qui sont impactées par la transition écologique. Et ça, c'est quand même une découverte et je pense un témoignage qu'on peut retrouver chez beaucoup d'entreprises. Le fait finalement de se rendre compte que ça concerne à peu près tous les sujets, la transition écologique à plus ou moins grande échelle. c'est ça. Karine Brunel, ce type d'atelier expérimental qui a eu lieu dans les Hauts-de-France avec l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, est-ce que ça a vocation à se reproduire à la fois dans les Hauts-de-France et peut-être dans d'autres régions ? Alors oui, effectivement, puisqu'en fait, c'est une autre manière de proposer une forme d'information collective aux entreprises en rendant les entreprises actrices de leur propre changement. Et là, on vient de l'entendre avec le témoignage qui a été effectué. Donc effectivement, c'était une expérimentation qui va être menée au niveau de l'OPCO pour voir effectivement les conditions du déploiement de ce type de proposition et de manière à pouvoir l'étendre dans d'autres territoires. Donc effectivement, c'est tout à fait intéressant et les témoignages qu'on entend confirment effectivement cet intérêt. Oui, alors on va voir quels sont les résultats des démarches entreprises par les trois sociétés. Les premiers pas ont produit quoi? On va commencer par vous, Pascal Afonso, par votre boulangerie à Préchac en Gironde. On évoquait une formation tout à l'heure, on va être un peu plus précis. En fait, vous avez pu bénéficier d'une semaine de formation pour vos salariés avec un expert qui s'est déplacé dans votre boulangerie du lundi au vendredi avec des horaires adaptés entre 6h et 13h. Très concrètement, qu'est-ce que vous avez appris, vous et vos salariés, pendant cette semaine de formation? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre de nouveau? Pas mal de choses. On a mis en place sur les préparations de gâteaux, les pesées exactes pour arriver au. S'il fallait 10 gâteaux, il faut que ça tombe sur 10 gâteaux, pas sur 12, 13, pour éviter d'avoir des pertes ou des surplus de poids. Ensuite, sur l'énergie aussi, l'utilisation du micro-ondes, l'utilisation de la plaque. Il y a pas mal de choses à mettre en place et qu'il faut Oui, c'est à s'adapter et puis mettre en place. C'est pas des habitudes qu'on avait couramment auparavant. On était un peu, on va dire, quand il y avait des choses à jeter, on jetait, parce qu'on se disait, après, on va en faire, on n'en fait pas. Comme les chouquettes de la veille, on s'est dit, il reste des chouquettes, mais habituellement, on les jetait. Et on s'est dit, il faut pas le jeter, on les récupère, on les coupe en deux, on met une crème chantilly ou une crème diplomate, et ça permet de repasser une chouquette le lendemain avec une crème pâtissière dedans ou autre. Oui, et finalement, c'est quand même, il y a des impacts assez forts parce que vous utilisiez par exemple beaucoup de génoises et les restes des génoises. Les génoises, les sablés bretons, les fonds de tarte, et tout ceci, on les broie, puis on l'utilise pour faire des puddings, qui est excellent. Avec les viennoiseries aussi. Voilà, sauf les crèmes, parce que les crèmes c'est un peu plus complexe, donc les crèmes on les écarte totalement. Mais tout ce qui est gâteau sec, viennoiserie, même les brioches des rois, les pains de Noël, on peut les réutiliser en pudding ou en faire des pains perdus aussi. Et avec les viennoiseries de la veille, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des viennoiseries aux amandes, on peut faire du pudding aussi, on peut faire avec les croissants, le croissant au jambon, s'il y a de la demande. On fait pas mal de choses avec la viennoiserie. En fait, ça vous a conduit à la fois simplifier votre gamme, à faire peut-être des produits moins sophistiqués et en même temps à proposer beaucoup de réutilisation pour que rien ne se perde et que tout soit pesé au gramme près. Voilà, c'est ça, oui. Avec une recette, on va dériver comme les viennoiseries sur le pudding, sur la viennoiserie aux amandes, du croissant au jambon. Ça veut dire que dans l'ensemble, on a plusieurs, au lieu de perdre ces ingrédients, on les réutilise sur plusieurs façons. Au lieu d'avoir 3 présentations, on en a 4 par exemple.
Il y a aussi des gestes auxquels vous avez été formés, des gestes d'économie d'énergie avec des machines, des appareils à éteindre peut-être de manière beaucoup plus systématique. Oui, oui, si les pétrins où il y a les petites veilleuses dessus, qui sont inutiles le soir à laisser allumer toute la nuit, donc on les éteint. Tout ce qui peut être éteint, on les éteint. Donc, style le micro-ondes, les petits appareils les balances, où ils sont chargés, qu'on a tendance à laisser allumer toute la nuit, mais on éteint tout ça, vu qu'elles sont déjà chargées préalablement. On fait attention à tout ça. Oui, vous faites également davantage de choses par vous-même. Je pense notamment au chocolat ou au glaçage que désormais vous faites vous-même, hein, sans les acheter tout prêts. Voilà, oui, on essaie de s'adapter et on réutilise les fruits, les mangue passion, choses comme ça, les framboises, et on les utilise pour faire du glaçage avec, au lieu d'avoir le petit seau, le seau de glaçage qu'on achète. Et là, on se réadapte à faire nous-mêmes notre glaçage avec des vrais fruits. Vos salariés, vos apprentis ont pu suivre cette formation. Oui. Quel retour ils vous ont fait? Ah ben, ils étaient très contents, alors merci. Et ils étaient très intéressés, ils ont appris plein de choses, et pour eux, c'était très motivant. Chose qu'ils ne voient pas dans les écoles qui n'ont pas l'habitude de voir. C'était les premières formations que vous mettiez en œuvre depuis la reprise de votre boulangerie? Là, oui, cette année, oui. Ouais, octobre et novembre, sur la viennoiserie et la pâtisserie. Ouais, vous êtes, vous, totalement convaincu de l'intérêt de se former régulièrement? Oui, il faut. C'est très important. Sinon, on fait du surplace et on va rester avec des œillères sur les côtés et puis on ne va pas élargir nos yeux et voir ce qui se passe autour. Donc, la formation, c'est très, très important. Si on veut avancer, évoluer et apprendre autre chose aussi. Delphine Ferradou, quelles étaient les modalités d'ailleurs de financement? Quelles sont les possibilités de formation dans ce type de situation? Alors, dans ce type de situation, là, on était avec un organisme de formation Calliope, une proposition chiffrée qui avait été faite à M. Afonso. Et si vous voulez, l'intérêt de rencontrer son conseiller et la plus-value aussi, c'est d'essayer d'optimiser le budget formation de l'entreprise en trouvant le dispositif thématique et financier le plus adapté à l'enjeu de formation. Et là-dessus, donc, comme je le disais auparavant, M. Afonso a pu bénéficier du plan d'action régional d'OPCOEP, mais ça aurait pu être un autre dispositif. Il y avait le FNE 2024 qui était avec un versement de 70% de subvention de l'État. Ça aurait pu être aussi une aide de la région. Donc, vraiment, en fonction de la disponibilité des fonds et du projet, c'est nous qui accompagnons les entreprises pour optimiser leur budget et faire que leur projet puisse se réaliser. Souvent, les entreprises… Oui, pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Quelquefois, en fait, quand on rencontre de nouvelles entreprises, leur première remarque, c'est de dire « je ne savais pas que tout ça pouvait être à ma portée pour faire des choses dans mon entreprise ». Oui, et parce que là, en l'occurrence, cette formation, elle était prise en charge à 100%. Il y avait zéro reste à charge. Tout à fait. Zéro reste à charge, alors avec des suites possibles, ça c'était une première formation pendant une semaine. Vous avez d'ores et déjà, en discutant tous les deux, identifié un ou deux domaines dans lesquels peut-être il pourrait y avoir des formations ultérieurement, notamment en termes de communication. Oui. En communication, oui, parce que je suis pas très calé en informatique et tout ce qui est réseaux sociaux, donc je suis pas très. Moi, j'y vais de temps en temps, mais je suis pas focus dessus. Donc, oui, une formation, ce serait très intéressant pour mon cas. Effectivement, et en ce qui concerne justement la communication externe, M. Afonso a de bons outils de base dont il n'a pas encore eu l'occasion de se saisir, aussi parce que ça demande et de la formation et du temps, mais c'est aussi un moyen de mettre en valeur sa démarche auprès de ses clients et qui sait peut-être d'attirer de nouveaux clients et d'en fidéliser d'autres qui se diront que voilà, dans cette boulangerie, on fait non seulement des produits artisanaux, mais qu'on est aussi sensible aux problématiques environnementales. Ouais, merci pour ces précisions. Alors, je le redis à nos participants qui sont connectés, n'hésitez pas à poser
des questions ou à réagir, à poster vos commentaires ou vos interrogations éventuellement. Karine Brunel, l'OPCO EP est en train de bâtir une offre de services aux entreprises sur la transition écologique et énergétique. Et cette offre, elle pourrait comporter pour la fin de l'année 2025 des modules de formation justement à la communication numérique, réseaux sociaux, sites internet, etc. Oui, effectivement. Donc, à la demande des partenaires sociaux, nous préparons une offre de service de formation collective, à laquelle d'ailleurs un certain nombre de personnes des régions participent pour cette construction, qui devrait donc être opérationnelle a priori dernier trimestre 2025. Et effectivement, il devrait y avoir notamment, mais pas que, de la communication digitale, donc dans des thématiques différentes qui pourront être proposées pour accompagner notamment Monsieur Alfonso sur la mise en place de ces modalités de communication et pour pouvoir faire connaître effectivement ces produits, cette nouvelle manière de faire. Voilà. Ouais, merci pour cette précision. Alors, on va vous proposer à nouveau d'aller dans l'onglet sondage à tous, de cliquer sur cet onglet sondage et puis normalement une fenêtre doit s'afficher avec la deuxième question qu'on va vous poser en matière d'enjeux liés à la transition écologique. Où en êtes-vous? Alors, il y a plusieurs possibilités qui vous sont proposées et vous pouvez d'ailleurs choisir plusieurs réponses. Votre avis sera particulièrement éclairant, voilà, pour situer l'endroit où vous en êtes aujourd'hui et puis peut-être ultérieurement avec votre conseiller réfléchir aux étapes qui pourraient vous être proposées ensuite. Donc là, voilà, on va vous laisser un tout petit peu, quelques dizaines de secondes pour bien sûr faire votre choix par rapport à ces 5 possibilités qui vous sont proposées, sachant que vous avez la possibilité de cocher plusieurs cases. Donc on vous laisse un petit peu de temps, vous n'avez pas encore tous répondu. Voilà, pour l'instant, il y a à peu près un tiers d'entre vous qui dit commencer à réfléchir au sujet, avec presque un tiers également qui a déjà lancé une action concrète en matière d'achat, en matière de manière de produire, de gestion des déchets ou encore de transport. Une personne sur 5 dit avoir participé à un événement en lien avec la transition écologique. Et puis, vous êtes voilà, nettement moins nombreux à avoir déjà établi un diagnostic ou mis en place une formation. Ben, ça pourra être l'étape d'après. Alors, on poursuit nos différents témoignages à la charcuterie gourmande, Lénaïque Guiziou. On le disait tout à l'heure, vous êtes passé, c'est le projet, vous êtes en train de passer d'emballage jetable à des boîtes en verre. Vous avez fait cette transition dans 3 boutiques sur 13. C'est tout récent, hein, c'était au mois de novembre. De quelle manière s'est passée cette transition? Comment vous le gérez en ce moment? Alors, en fait, on est accompagné par une association qui s'appelle Pacadur, une association rennaise qui est une antenne de l'association nationale Emboîte le Plat, qui propose un système de consigne et de mise à disposition sous forme de location de boîtes en verre dans des grandes villes, auprès de commerçants et de restaurateurs. Donc cette association rennaise nous accompagne à effectuer un petit diagnostic dans les 3 boutiques pour voir un petit peu quelles étaient comment proposer la mise en place de ces boîtes en verre auprès des salariés et auprès des clients. Donc à la suite du diagnostic, ils ont réalisé un livret de formation pour effectuer un échange avec les différents salariés afin de mettre en place les boîtes auprès des clients. Oui, Donc là, on a démarré. J'allais vous dire, pardon, Lénaïque, ce qui est peut-être important que vous expliquiez, c'est que c'est en quoi c'est impactant. Il y a un système de consigne, il y a des questions d'hygiène qui se posent par rapport au lavage des boîtes en verre, il y a une clientèle qu'il faut sensibiliser. Bref,
il y a des impacts assez importants et ça nécessite forcément une acculturation, une sensibilisation des équipes de vente. Oui, tout à fait. L'équipe de vente doit être formée, comme vous dites, c'est une autre démarche. Il faut qu'ils s'imprègnent et puis qu'ils voient l'objectif en fait de cette mise en place de consignes et de boîtes en verre. Il faut qu'ils donnent le bon message à faire passer auprès des clients. Et tout ça, pour certains, ça a du sens. D'autres, il faut vraiment leur donner tous les éléments pour qu'ils comprennent dans quelle démarche nous sommes pour cette mise en place de consignes. Donc cet accompagnement était nécessaire avec énormément d'échanges avec les différents salariés et calmer un petit peu leurs appréhensions au niveau hygiène, au niveau message à faire passer aux clients, les différentes questions qui peuvent être posées de la part des clients. Ça va être trop lourd. Il y a énormément de choses. La consigne, ça a un coût. Oui, mais sauf que voilà, c'est vraiment les accompagner, pardon, et les rassurer aussi sur cette démarche qui est du bon sens, mais qui n'est pas qui se fait pas en claquant des doigts. D'où la mise en place de tests dans différentes boutiques avant d'élargir sur toutes nos boutiques de l'association. Oui, l'une des boutiques test, d'ailleurs, celle de la Maison Legrand, se trouve à Plonévez-Porzay, en milieu rural, avec également des enjeux spécifiques et une sensibilisation forte à ces enjeux de transition écologique. Oui, après, toutes les boutiques ont des problématiques différentes, mais leur volonté est la même, c'est de diminuer le plastique. Donc, d'où l'intérêt de proposer des tests dans différentes boutiques et différents milieux. Nous proposons sur Quimper, dans une zone commerciale, dans une zone rurale à Plonévé-Porzay, et Daoulas, qui est plus une cité dortoir où il y a énormément de personnes qui dorment, qui travaillent à Brest et qui rentrent chez eux sur Daoulas. Donc, c'est vraiment 3 types de tests différents pour pouvoir évaluer l'impact et comprendre un petit peu les différents clients et ma réaction dans les trois boutiques. Oui. Alors l'accompagnement s'est fait avec un consultant dans chacune des boutiques test. Il s'est déplacé, Hélène Ingan, au plus près des équipes. C'est ce qu'on appelle la démarche de PCRH, un nom un peu barbare, prestation de conseil en ressources humaines. Dites-nous en quoi ça consiste précisément cette démarche d'accompagnement. Oui, mais pour ce projet, on a effectivement mobilisé ce dispositif que nous développions en Bretagne, qui s'appelle une prestation conseil transition écologique. Pour faire très très court, c'est une mission de consulting. On est sur mesure à 100%, et l'entreprise bénéficie d'un accompagnement avec un consultant qui travaille exclusivement sur son besoin. Donc, dans ce cas précis, il s'agissait de mettre l'accent sur les équipes de vente. Donc, après, il y a une petite méthodologie, hein, il y a une phase de diagnostic, un plan d'action, etc. Mais dans ce cas précis, le consultant se rend à échéance régulière sur le point de vente et fait un petit peu de l'observation, se met en situation de travail, observe, il vient à des heures stratégiques quand il y a de la clientèle, ce qui permet un peu d'observer, de répondre aux objections et derrière de former les équipes, d'ajuster le discours, de revoir parfois l'argumentaire pour faire des équipes de vente de véritables ambassadeurs du réemploi. Oui, avec finalement, Lénaïque, vous serez un peu la référente pour l'ensemble du réseau de ces démarches, avec l'idée à terme, la démarche est très progressive, hein, vous passez pas d'un coup de 100% d'emballage jetable à 0%, mais avec l'idée de généraliser à l'ensemble de vos boutiques à terme. Oui, effectivement, on se donne 6 mois là de tests afin
d'analyser et puis de voir un petit peu les impacts dans les différentes boutiques auprès des salariés et de la clientèle. Mais c'est vraiment de généraliser dans toutes les boutiques et que un client qui va acheter à Quimper, je vous donne des villes très connues, Brest, et qui ramène à Brest en Ligue des Champions, n'est-ce pas? C'est l'idée de ramener à Quimper pour ramener à Brest. Voilà, c'est vraiment déployé dans toutes nos boutiques. La clientèle, elle réagit comment en fait? La clientèle de vos boutiques réagit comment? Elle est plutôt sensible à cette démarche? Alors là, on a vraiment 3 types de réactions différentes selon les 3 boutiques. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir proposé des boutiques dans des lieux différents. La clientèle rurale est très ouverte. La clientèle dans la zone commerciale, il y a beaucoup de clientèle de passage, donc qui sont très ouvertes à cette démarche, mais qui ne se permettent pas de prendre une consigne parce qu'ils ont peur de l'oublier. Mais les réactions dans l'ensemble sont très très positives. Après, comme les sacs plastiques au démarrage, les réactions étaient positives, mais après de là à passer le cap de ramener son contenant ou de venir avec son sac, il faut énormément de temps. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que, effectivement, vous vous donnez plusieurs mois. Troisième focus, Godefroy Équipement. Vous nous racontiez tout à l'heure, hein, Clara de Wilder, que vous avez commencé à établir le bilan des actions déjà engagées. Vous nous parliez notamment de vente de tracteurs électriques ou fonctionnant au méthane, du fait de choisir aussi des marques qui disposent de bus, qui évitent de disperser les pulvérisateurs, les produits. Quels autres types d'actions en matière, par exemple, de déplacement, d'éclairage, est-ce que vous avez pu déjà mettre en avant? Alors du coup, nous, au niveau du service après-vente, avec notre constructeur, on a un outil qui s'appelle la télématique. Donc en fait, c'est un boîtier qui est intégré dans le véhicule. Et ce boîtier nous donne des informations à distance, notamment tout ce qui est compteur, code erreur, alerte technique. Et donc cet outil-là a été mis en place notamment parce que nous, au niveau de la concession agricole, on a énormément de mal à recruter. Donc on a de moins en moins de techniciens ou alors des jeunes inexpérimentés. Donc à la base, ça avait été vraiment mis en place en disant, voilà, aujourd'hui, un concessionnaire agricole à distance peut faire un dépannage. Donc ça veut dire qu'à distance, on peut voir les codes erreurs, on sait d'où vient ce code. Et parfois, ça permet à nos équipes techniques de dire, pour ce tracteur-là, on n'a pas besoin d'envoyer un technicien. On a simplement à dire au client, tiens, vous pouvez appuyer sur ce bouton-là, ou alors ça pourrait venir de tel endroit, pour que le client puisse essayer de se dépanner tout seul. Donc ça limite tout ce qui est déplacement, donc déplacement d'un camion, déplacement d'un technicien, de faire gagner du temps, parce que des fois c'est des problèmes d'utilisation, parce qu'on a des clients qui ne savent pas utiliser le matériel en fait à 100%. Donc on a la télématique qui joue beaucoup sur cet aspect-là, donc limiter les déplacements. On a aussi on a acquéri des nouvelles agences dans le 76, donc en Seine-Maritime. On est en train de refaire les bâtiments, donc avec des normes environnementales pour essayer justement d'avoir une meilleure isolation. Au niveau de l'éclairage, on a refait tous les éclairages de toutes nos agences en LED, justement pour moins consommer. On essaye aussi, là on a fait tout ce qui était documents uniques, on travaille sur les risques chimiques pour aussi avoir des produits de substitution pour limiter déjà les risques pour nos collaborateurs, mais aussi au niveau de l'environnement. Donc en fait, on a plein de choses qui sont mises en place. On a aussi mis en place des formations nouvelles embauchées, qu'on va mettre en place là début d'année, avec du coup tous les nouveaux collaborateurs, en expliquant aujourd'hui tous les process de sécurité liés à la transition écologique, et en plus du coup nos produits et montrer en fait comment nous on travaille en concession agricole. Ouais, et effectivement, beaucoup de domaines sur lesquels vous pouvez d'ores et déjà agir avec une occasion, une fois par an, lors de votre séminaire annuel, d'évoquer tous ces enjeux liés à la transition écologique. Et le séminaire, d'ailleurs, il vient de se produire, c'était fin novembre. De quelle manière vous évoquez ces enjeux avec l'ensemble du personnel? Donc en fait, on profite de la Saint-Éloi, donc qui est la fête des agriculteurs et aussi des mécaniciens.
Donc on a un domaine qui sert aussi d'organisme de formation où on peut recevoir énormément de monde. Donc comme on est plus de 300 collaborateurs aujourd'hui, sur une après-midi, ils nous invitent, donc après-midi plus soirée. Notre direction prend la main avec un petit discours annuel avec les chiffres. Et en fait, on balaye tous les sujets qu'on a vus sur l'année. Et en fait, tous les sujets de la transition écologique font partie intégrante de la vie de l'entreprise. Donc ça a permis de faire un point sur tout ce qui était au niveau des chiffres, la consommation, parce qu'on essaye d'être assez transparent avec nos collaborateurs, tout ce qui est achat, les marques de matériel, les nouveautés. La Saint-Éloi permet vraiment de faire un point sur la globalité de l'entreprise, le développement qu'on souhaite avoir et aussi tout ce qu'ils ont pu réaliser dans l'année avec notamment les actions de transition écologique sur les temps de formation qui ont été faits, tout ce qui est du coup recyclage des huiles, des filtres, parce que forcément nos collaborateurs participent activement au développement de la transition écologique. Vous avez déjà mis en œuvre des formations qui sont liées à ces nouveaux enjeux de transition écologique, ou vous avez des formations que vous envisagez de proposer à vos collaborateurs? Alors en fait, on l'avait imaginé surtout. On l'avait pas construite parce que on a énormément d'idées. Si on souhaite le faire sur une journée c'est très court. Là, on souhaite commencer dès 2025 avec des styles de formation donc sur une journée où les nouveaux collaborateurs arrivent, on leur fait un petit lapsus sur tout ce qui est sécurité, transition écologique, et l'après-midi, c'est plutôt un vie ma vie. Donc ça veut dire qu'on va prendre nos techniciens, nos magasiniers, nos commerciaux, parce que c'est nos 3 cœurs de métier principaux. Et en fait, chacun va rentrer dans le métier de l'autre. Donc par exemple, un commercial va devenir mécanicien. Donc simplement, on va ouvrir un tracteur en disant hop, tu démontes le filtre à gasoil. Un magasinier va devenir commercial en essayant de vendre un tracteur, pour comprendre en fait les enjeux de chacun et de se dire on n'a pas forcément les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, et en fait d'essayer de se compléter tous ensemble. Donc ça c'est en projet, on l'a pas encore fait, mais bientôt. Et dernier élément, Clara de Wilder, vous envisagez également de créer votre propre organisme de formation, et notamment d'ailleurs à destination de vos clients, et de mettre en place une évaluation des bénéfices des actions que vous engagez. C'est ça. Donc en fait, là avec la direction, on a eu un projet de créer un organisme de formation, donc vraiment spécialisé dans tout ce qui est mécanique agricole, utilisation du matériel, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui nos techniciens étaient souvent appelés et faisaient des dépannages sur des matériels qui n'ont pas de problème. C'est uniquement le client qui ne sait pas utiliser son outil ou mal paramétrer son matériel tout simplement. Donc, on a imaginé un organisme de formation qui, là, est aujourd'hui créé. On est en pleine démarche Calliope en ce moment. Donc en fait, ces formations-là vont permettre, par domaine d'activité, donc tracteur, moissonneuse-batteuse, pulvérisateur, machine de pommes de terre, presse, matériel d'irrigation. En fait, on va faire des sujets, comment optimiser son SMI, par exemple. Comment optimiser son SMI, comment optimiser l'utilisation de l'écran. Parce que déjà, ça va permettre à l'agriculteur d'avoir un développement de compétences, aussi bien pour lui que pour ses salariés. Ça va permettre à nos équipes techniques déjà aussi de passer formateurs, parce que pour certains, ils ont plus de 10 à 20 ans d'expérience, donc aussi de les valoriser. Et ça permet notamment de limiter tout ce qui est dépannage, principalement causé par des manques de compétences, en fait, tout simplement. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions. On va voir d'ailleurs d'autres exemples dans les quelques minutes qui nous restent d'ici à la fin de ce webinaire, d'autres exemples d'actions. On a vu en fait 3 manières de s'engager dans les enjeux de transition écologique et énergétique, 3 manières adaptées à chaque entreprise. Il y a beaucoup d'autres façons de se lancer, comme le respect d'une norme ISO, la recherche d'un label, les discussions avec les salariés au sein d'une TPE pour acheter, pour produire autrement, pour recycler, pour se déplacer moins, se déplacer autrement éventuellement, la participation à un club, à une association qui mène des actions sur le sujet. Donc finalement, il y a plein de manières différentes. Karine Brunel, dans de nombreuses branches professionnelles au sein de l'OPCO-EP, il y a de nombreuses entreprises qui bénéficient déjà d'accompagnement sur la transition écologique ou qui vont en bénéficier. Combien d'entreprises vous avez accompagnées en 2024 ? Quel est leur profil ? Quelle est leur taille ?
Alors effectivement, en 2024, on a 5742 entreprises qui ont été contactées à ce jour, donc statistique de ce matin, par justement l'ensemble des conseillers formation sur l'ensemble des territoires. Donc c'est un très bon chiffre en tout cas, et qui surtout permet de bien répondre ensuite aux besoins des entreprises en pouvant ajuster, adapter effectivement la réponse qui leur sera faite, et on l'a entendu à travers ces 3 témoignages. Donc les entreprises sont effectivement de toute taille, de la très petite entreprise à l'entreprise un petit peu plus conséquente. On a vu aujourd'hui effectivement à travers les témoignages que les tailles étaient variables. Donc c'est exactement en fait ce qu'on retrouve dans les accompagnements qui ont pu être faits. Et l'élément déclencheur effectivement, c'est bien le prédiagnostic, et c'est effectivement l'intérêt pour lequel on vous a mis aussi le lien dans le chat, de pouvoir effectivement mobiliser les conseillers formation sur ce prédiagnostic pour faire un état des lieux, évaluer un petit peu les premiers impacts, et ensuite pouvoir orienter vers les meilleures solutions en termes d'offres de services qui peuvent être proposées et adaptées à chaque territoire et chaque situation. Voilà un petit peu effectivement les informations que je pourrais transmettre. Également dire que donc effectivement on l'a vu aussi lors du précédent webinaire, on a toutes les tailles d'entreprises qui ont été concernées par ce type d'accompagnement, avec d'autres approches et d'autres secteurs d'activité également. Voilà. Alors, on va justement pointer quelques autres illustrations avec les 2 conseillères qui sont avec nous, et on va commencer par vous, Hélène Ingan, en Bretagne, et vous êtes en particulier dans le Finistère, avec vos collègues conseillères formation. Vous accompagnez de nombreuses entreprises qui appartiennent à des secteurs d'activité assez différents. Si vous deviez nous donner 3, 4, 5 exemples d'entreprises que vous avez accompagnées, qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant ? Alors oui, sur la Bretagne, alors toujours avec le même dispositif que celui qu'on a mobilisé pour la charcuterie gourmande, donc la prestation conseil. On peut citer par exemple l'exemple d'une entreprise d'architecture et d'un promoteur immobilier qui étaient un petit peu sur les mêmes problématiques. Donc c'est des entreprises qui travaillent sur des projets liés à des commandes publiques et qui à ce titre répondent à des appels d'offres. Donc ils sont sur de la construction de bâtiments publics, type école, logements collectifs, EHPAD, hôpitaux, etc. Donc l'enjeu de l'accompagnement pour ces types d'entreprises, c'était plutôt de les aider à formaliser une démarche RSE pour leur permettre de mieux répondre aux appels d'offres, mieux répondre aux exigences des acheteurs publics. Ça peut se traduire concrètement, par exemple, par l'élaboration d'un rapport RSE qui peut après leur servir pour répondre à tous leurs appels d'offres. De ce que j'ai en tête, par exemple, on a aussi j'ai l'exemple, par exemple, aussi d'un fleuriste qui est dans le Morbihan. Donc, lui, il était plus dans une réflexion autour du changement climatique et une volonté d'anticiper les risques sur les circuits d'approvisionnement et sur la santé humaine, puisque il peut y avoir des pesticides, tout ça, dans les produits, les fleurs, etc. Donc, il a voulu, l'accompagnement, c'était surtout pour l'aider à repenser et mettre en place une politique d'achat responsable en privilégiant des circuits courts et des produits non dangereux sur la politique humaine. Donc là, la santé humaine, pardon. Donc là, on était plus sur, en gros, les achats, politique d'achat responsable. Après, on a pu aussi accompagner dans le secteur médical, médico-social, donc l'exemple, par exemple, d'un cabinet médical dans l'imagerie médicale ou d'une entreprise dans le médico-technique. Eux, voilà, leur objectif, c'était plutôt de s'appuyer sur les recommandations de la norme ISO 26000 et pour les aider à travailler, de s'appuyer sur les recommandations de cette norme pour les aider à travailler sur leurs organisations, déjà identifier et mieux comprendre leurs impacts écologiques sur leurs activités, associer, impliquer les salariés dans la démarche, dans cette démarche, adapter leur organisation et à terme, améliorer leurs pratiques grâce à des indicateurs, etc. Ouais. Voilà ce que j'ai en tête comme exemple d'accompagnement sur trois
3 thématiques finalement assez différentes quand même. Ouais, merci beaucoup. Delphine Ferradou, même question. Quelques exemples d'autres accompagnements dans d'autres secteurs d'activité? Alors, je pense notamment aussi au secteur du service à la personne. En Gironde, nous avons des entreprises de crèches qui ont décidé d'internaliser la production des repas à destination des enfants dans une démarche de fabrication de repas sains, biologiques et en circuit court. Donc ça peut être par exemple un axe de travail avec les salariés et un axe de dialogue aussi avec leur clientèle, donc les parents. On a aussi dans ce même secteur tout ce qui va être déplacement des personnels dans des zones urbaines, par exemple, avec des mobilités douces, l'utilisation de tricycles. Ça peut être aussi la fabrication de produits d'entretien non toxiques qui sont utilisés dans les crèches, donc du fait maison et utilisé dans l'entreprise. Au-delà de ça, effectivement, toutes les branches professionnelles peuvent être concernées. On pourrait aussi parler des salons d'esthétique qui vont développer l'emploi de dispositifs réutilisables, donc des bandes d'épilation, des serviettes lavables. On pourrait aller aussi dans le secteur de l'habillement, où nous avons des démarches de valorisation de la démarche RSE de l'entreprise par rapport notamment à leurs fournisseurs en matière de textile et à la relocalisation de la confection en Europe. Enfin, on peut aussi parler des coiffeurs qui, pour certains, mettent en place des protocoles d'économie d'énergie et d'économie d'eau dans leur salon, mais aussi de développement de gammes de coloration non toxiques à destination de leur clientèle. En fait, chaque entreprise de chaque branche professionnelle peut se saisir des enjeux de transition écologique, qu'elle soit dans le tertiaire ou dans la production. En fait, c'est vraiment fonction de ce qu'on fait. Si on se concentre sur ces enjeux, on peut vraiment découvrir de nouvelles voies pour engager la transition. Et c'est aussi à ça, effectivement, que sert notre approche de pré-diagnostic. Oui, merci beaucoup pour tous ces exemples et un message adressé à l'OPCOEP par un participant qui dit peu d'exemples sur les activités de bureau. Donc voilà, peut-être que lors du prochain webinaire ou le suivant, il faudra faire un focus particulier sur toutes les fonctions support notamment, donc sur toutes les fonctions, on va dire, plus sédentaires. Karine Brunel, on le voit en fait, hein, le point commun finalement à toutes ces démarches, la clé d'entrée, c'est à chaque fois le conseiller ou la conseillère formation de l'OPCO. Oui, tout à fait. C'est effectivement le point de contact. Hein. C'est ce qu'on disait aussi lors du précédent webinaire, indispensable. Et je crois qu'on vous a mis dans le chat d'ailleurs la liste des régions et des conseillers qui pouvaient effectivement être susceptibles de répondre à vos attentes, en tout cas pour un accompagnement à la transition écologique. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter les conseillers formation pour qu'ils puissent venir vous voir, faire un pré-diagnostic avec vous et vous orienter au mieux pour répondre en fait à vos besoins. Alors, quelques mots peut-être pour terminer ce webinaire et sur notamment les suites qui vont être données à ce rendez-vous, ce deuxième rendez-vous de la transition écologique et énergétique. Oui, alors effectivement, déjà, on va mettre le replay en ligne hein, pour ceux qui n'auront pas peut-être pu assister jusqu'au bout et puis ceux qui n'ont pas pu assister du tout à ce webinaire. De manière générale, en fait, en 2025, on va poursuivre effectivement cette campagne de webinaires. Il y a 8 webinaires qui sont prévus tout au long de l'année. On en prévoira à peu près un tous les mois et demi environ. Alors aujourd'hui, effectivement, on était dans une logique de webinaire plutôt centrée sur de l'interbranche, faisant parler effectivement et faire savoir effectivement les expériences qui ont été menées au niveau de différentes branches et secteurs d'activité. Et il est prévu au mois de février de se centrer sur et de se focaliser sur une branche, donc la promotion immobilière, qui présentera effectivement notamment les résultats de l'étude approfondie que la branche a faite et la manière dont aujourd'hui les entreprises de cette branche s'approprient la transition écologique. Voilà. Et puis pour poursuivre effectivement cette approche interbranche courant mars, il y aura également un nouveau webinaire interbranche qui sera proposé sur une autre thématique. Oui, alors je vous relais 2 dernières contributions
de participants qui sont connectés, Karine. Une deuxième participante qui nous dit qu'elle serait intéressée, preneuse d'idées pour les activités support. Une question d'une participante qui vous demande si vous allez faire un webinaire sur les entreprises de type cabinet d'architecture. Alors là, ça va dépendre un peu aussi de l'attente de la branche elle-même, hein, parce que pour le coup, on peut effectivement interviewer des entreprises de ce secteur s'ils sont identifiés et qu'ils remontent au niveau des régions, parce que pour faire ce travail-là, en fait, on a sollicité donc au niveau national l'ensemble des régions. J'ai fait appel à l'ensemble des régions pour pouvoir faire remonter les entreprises avec lesquelles on avait déjà commencé à travailler. Donc effectivement, s'il y a des cabinets d'architectes qui veulent pouvoir témoigner de des travaux qui ont été faits en lien avec leurs conseillers, on sera ravis de pouvoir le faire. Voilà, pour une démarche plus centrée sur la branche, là effectivement il faut avoir l'aval de la branche, donc c'est une approche un petit peu différente, mais on peut déjà apporter peut-être des éléments de réponse au travers des expériences menées dans les régions avec les conseillers qui pourront identifier ces structures d'architectes. Oui. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas, avec les éléments à ma connaissance. D'accord. Donc, effectivement, on donne rendez-vous, vous le disiez, alors sur la branche de la promotion immobilière le 6 février. Au mois de mars, un webinaire qui aura vocation là, à concerner toutes les branches. Et voilà, on a un certain nombre de participants qui vous remercient d'ailleurs pour les éléments de précision que vous venez d'apporter, Karine Brunel. Il nous reste à remercier tous les intervenants qui se sont mobilisés. Merci pour le temps consacré, Pascal Afonso, Delphine Ferradou, après chaque en Gironde, Hélène Ingan, Lénaïgue Guiziou en Bretagne, dans le Finistère et Clara de Wilder dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps aujourd'hui et d'avoir témoigné et éclairé tous nos participants qui sont connectés. Merci à l'équipe de l'OPCO EP également et Karine, et on se retrouve pour un prochain webinaire. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.